Les 7 erreurs qui t'empêchent de construire un empire immobilier, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance, dans laquelle on va parler investissement immobilier, empire immobilier et plusieurs millions d'euros. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications. Tu trouveras également dans la description le lien de notre Telegram. Nous sommes plus de 3400 entrepreneurs investisseurs et tu trouveras du contenu additionnel. Tu peux également venir échanger, poser tes questions avec notre communauté et c'est entièrement offert sur le Discord. Le lien se trouve dans la description où tu trouveras du contenu additionnel dans la description de la vidéo. En guise d'introduction, dans cette vidéo, j'ai envie de parler des 7 erreurs de l'investisseur immobilier et on va parler stratégie. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo et on va se concentrer sur 7 erreurs qui empêchent les investisseurs immobiliers d'investir massivement. Et par massif, je parle de plusieurs millions d'euros. Nous avons essayé de les lister dans un ordre d'importance, mais il est nécessaire de se dire que commettre une seule de ces erreurs t'empêchera en réalité d'atteindre cet objectif, d'investir massivement. Donc, il est nécessaire de bien en avoir conscience dès le départ, d'en avoir conscience également dans leur ensemble, et je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo. Également, tu trouveras le lien d'une conférence en ligne, masterclass, comment investir dans l'immobilier en 2024, la meilleure année depuis longtemps, même si tu penses que ce n'est pas le cas. Dans cette masterclass, je serai en compagnie de Fouad Berlin, qui est la personne avec qui j'anime le podcast 10 millions. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner, tu vas trouver énormément de contenu. On verra déjà pourquoi les taux d'intérêt sont plus intéressants aujourd'hui pour investir massivement. On verra les stratégies également pour maximiser son profil emprunteur, pour lever le maximum et emprunter le maximum également. Et comment emprunter malgré le HCSF et les éléments stratégiques. Donc, assure-toi de t'inscrire, c'est entièrement offert. Tu auras énormément de contenu. Donc, le lien se trouve dans la description et dans les commentaires. Rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans la première erreur. La première erreur, si tu veux créer un empire immobilier, créer un parc immobilier de plusieurs millions d'euros, la première erreur, c'est déjà d'investir en nom propre. L'erreur du nom propre, un gros patrimoine ne se développe pas en nom propre, y compris en LMNP. Nous y reviendrons dessus. L'investisseur immobilier qui souhaite investir massivement doit absolument se structurer en société, notamment en SCI, et ce pour diverses raisons. Déjà, en nom propre, nous sommes concernés par le surendettement. Ce n'est pas le cas en matière de SCI et de financement professionnel. Également, à titre personnel, tu as une instabilité fiscale. L'impôt sur les sociétés n'a fait que diminuer au cours des dernières années. Il est le vecteur d'une stabilité. Changer l'impôt sur les sociétés qui frappe la SCI frapperait des énormes sociétés et frapperait l'attractivité de la France. Donc il est beaucoup plus facile d'agir sur l'impôt sur le revenu, sur les personnes qui n'ont pas le choix que d'être en France, que taper sur l'impôt sur les sociétés. Stabilité fiscale égale sécurisation de ton encours bancaire. Également, les revenus fonciers sont hautement taxés. Et en plus d'être taxé et d'augmenter ta taxation, ils vont réduire ta possibilité de lever des fonds. Car trop de revenus fonciers inquiètent le banquier, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une force, c'est plutôt une faiblesse. Le contenu que tu vas pouvoir consulter et que tu dois consulter, et je te mettrai le lien en haut à droite, c'est le podcast, le seul outil à maîtriser pour investir massivement où on offre beaucoup plus de valeur, c'est entièrement offert. Dans ce podcast, nous traitons de la SCI et nous t'expliquons toutes les subtilités que tu dois connaître et que tu ne connais sans doute pas encore. Le lien se trouve en haut à droite, tu le trouveras également sous la vidéo. Passons à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, qui peut paraître paradoxale mais qui a une importance, c'est se concentrer sur le cash flow. Sur Internet, on te parle cash flow, cash flow, cash flow. On ne parle que de cash flow. Et en réalité, trop d'investisseurs immobiliers se focalisent sur le cash flow et le considèrent comme le critère principal pour investir. Alors que c'est tout simplement la plus petite manière de s'enrichir avec l'immobilier. Se focaliser sur le cash flow de surcroît va te pousser à augmenter tes risques. Comment tu vas augmenter tes risques? Tu vas faire de l'hyperspécialisation, de la LCD, de la niche fiscale, et au final, ça va rendre ton parc tout sauf résilient
et antifragile. En plus d'impacter ta stratégie d'achat, puisque tu vas être poussé par le biais du rendement pour avoir le maximum de cash flow, ça va te pousser également sur des modes d'exploitation agressifs voués à être périmés rapidement. On peut parler de la location courte durée. On le voit ces derniers mois, comment elle est réformée, comment elle est restreinte. Ça va pousser également sur de la colocation, la division d'appartements en colocation, c'était une grande mode. Et plus récemment, sur la Love Room, c'est les pubs que tu vois actuellement, 5 000 € avec un seul bien immobilier. Il faut comprendre que lorsqu'il n'y a qu'une Love Room dans une ville, oui, tu peux imposer tes prix, mais quand l'offre augmente, les prix baissent. Et quand tu auras 35 Love Rooms dans la même ville de petite taille, déjà, ça sera une race to the bottom, comme on dit en marketing. Je vais te parler avec une image beaucoup plus parlante, avec un graphique beaucoup plus parlant. Nous allons partir sur 10% de rendement, c'est-à-dire un joli rendement, sur 1 million d'euros, qui n'est pas une petite somme, financé à 110%, avec une évolution du prix, c'est-à-dire une augmentation des prix de 2% par an. Pour te donner un ordre d'idée de ce que représente le cash flow, sur quoi tout le monde se focalise, ça représente 5%. Voilà le graphique. C'est sur 5 ans, c'est-à-dire que l'amortissement du financement, ce que tu rembourses et donc ce que tu crées en valeur nette, c'est 65%, tes plus-values, c'est 30%, et le cash flow, c'est 5%. Donc en fait, en allant sur de la colocation, sur de la love room, tu vas frapper la plus-value parce que le mec qui achète ça, à part l'exploiter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, à part si c'est peut-être des SK, mais également au détriment des 65%, parce qu'une love room, tu vas la faire sur un studio, sur une chambre de bonne limite. Tu vas pas faire un hôtel de passe, un immeuble de passe, un immeuble love room où tous les appartements sont transformés en love room. Mais aie conscience de ça, se concentrer sur le cash flow, c'est se concentrer sur 5% de l'enrichissement, et on est sur une valeur de 10% de rendement, donc pas un rendement dégueulasse. Même si tu fais du 20% de rendement, tu augmentes un peu, quoi. Pense à ça. Sur 5 ans, le cash flow, dans cet exemple-là, représente 18 000 €. Pas énorme. De surcroît, se concentrer sur le cash flow va te pousser à plusieurs choses. Ça va te pousser à rechercher des prix faibles pour augmenter le rendement au détriment de la rentabilité. Le rendement, c'est ce que tu reçois. La rentabilité, c'est la totalité de l'affaire. Par exemple, si tu achètes un bien que tu le divises, tu vas le massacrer au détriment de la plus-value pour augmenter le rendement. Par exemple, si tu fais de la colocation et que tu divises l'appartement en tout petit, en réalité, ta plus-value, tu vas la réduire parce que tu peux massacrer un bien au travers de cette opération pour te concentrer sur le cash flow, alors que la plus-value est beaucoup plus importante que le cash flow, comme on l'a vu précédemment. Tu vas également choisir le nom propre avec une petite niche fiscale, le sacro-saint LMNP comme outil d'investissement, au détriment à la fois de la taille d'investissement, c'est-à-dire l'amortissement du capital, c'est-à-dire les sommes que tu peux lever, et aux plus-values à la sortie. Tu vas aller dans des zones sinistrées. Certains disent d'acheter des immeubles dans des villages de moins de 900 habitants pour faire de la LCD, parce que la LCD ne sera pas réglementée puisque ce n'est pas une zone touristique. C'est brillant comme idée. Ou en plus d'avoir une certaine illiquidité du bien, c'est-à-dire que si demain tu as une opération qui se présente et que tu as besoin de vendre le bien, bonne chance pour le vendre, tu vas devoir appliquer une décote. Et si tu appliques une décote, pour te donner un ordre d'idée simple sur l'exemple précédent, en reprenant l'exemple précédent, une baisse de prix de 2% sur 5 ans efface 5 ans de cash flow. Sur 5 ans, hein, pas 2% par an. La baisse de 2%. Donc si tu dois vendre ton bien 10% en dessous du prix de marché pour vite le vendre et saisir une autre opportunité, tu vas effacer 25 ans de cash flow. Donc, pense à ça, se concentrer sur le cash flow te fera faire que des conneries. Le contenu que tu dois voir, et on va beaucoup plus en profondeur puisque c'est un podcast entier et on détaille les raisons et comment tu dois adopter cette stratégie, c'est oublier le cash flow pour réellement vous enrichir dans l'immobilier.
C'est l'épisode de notre podcast le plus écouté, le plus disruptif. Je t'invite à l'écouter attentivement après cette vidéo ou le mettre dans ta playlist à écouter, car ce genre de discours, tu ne l'entendras nulle part ailleurs, ou peut-être qu'au fur et à mesure, vu que les gens vont voir qu'ils n'ont plus de cash flow, qu'ils n'arrivent pas à vivre de l'immobilier avec les cash flows en 3 mois, peut-être qu'ils vont se tourner sur les autres sources d'enrichissement en reprenant le discours correct. La troisième erreur, j'ai décidé de l'intituler le biais fiscal. En choisissant des niches, et je reprends les termes de Fouad, tu finiras à la niche. Si tu dis dans la vidéo que la meilleure stratégie, c'est d'investir dans du Pinel, si je te dis que tu dois développer une stratégie, acheter 10 Pinel ou acheter des programmes de défiscalisation, je vais me faire insulter dans les commentaires en disant « Ouais, on sait tous que les programmes de défiscalisation, c'est de la merde. » On va me répondre que ce que je vais économiser en impôts, je vais le reperdre encore plus au moment de la revente au travers d'une moins-value. Et oui, parce que les moins-values font mal également. Et qu'il faut être fou pour faire du Pinel. Pourtant, tout le monde va se jeter sur le LMNP, qui est une niche de défiscalisation. Une niche fiscale qui, de surcroît, a 2 impacts particulièrement vicieux. Le premier impact particulièrement vicieux, c'est te limiter dans ton ambition, puisque tes revenus sont capés. Grosso modo, on te dit tu ne dois pas gagner plus de 23 000 €, sinon on va te cramer 50% de ton cash flow avec les charges sociales. J'espère que tu fais du 35% de rendement pour pouvoir vivre de l'immobilier une fois que tu changes, si tu vis du cash flow. Ça va également te caper au niveau de l'emprunt au détriment de l'amortissement du financement. Va essayer de faire 10 opérations en LMNP et même en LNP, cela sera quasiment impossible. Tu te retrouveras vite bloqué en capacité d'emprunt et donc tu amortiras un tout petit montant au lieu d'amortir 4 fois plus. Mais par contre, tu auras, oui, du cash flow. Tu seras un vrai pigeon qui se nourrit des miettes. Rappelle-toi l'image, 5%, 95%. Tu te concentres sur les 5%. Donc si tu n'es pas un pigeon qui se nourrit des miettes, dis-moi ce que tu es dans les commentaires. Le contenu que tu dois avoir en plus, et que je te mettrai en haut à droite, c'est l'interview de Madeleine, près de 10 millions en 4 ans. Elle n'a rien à vendre, il n'y a pas de produit à vendre. Dans ce podcast, nous avons l'immense plaisir d'interviewer Madeleine. C'est le podcast le plus partagé. On a des partages par texto qui, en 4 ans, a constitué un patrimoine de près de 10 millions d'euros après avoir fait du LMNP et avoir fait la colocation et s'être rendu compte de ce que je te dis. C'est du partage d'expérience. Il n'y a pas de bullshit telling. C'est une femme de 52 ans. Ce n'est pas une marketeuse qui veut te vendre un livre ou vivre du cash flow. La quatrième erreur que les gens qui sont abonnés à cette chaîne vont connaître, c'est la création de la holding, l'outil miraculeux pour investir massivement dans l'immobilier. La holding, elle est hautement fantasmatique et elle est à la fois terriblement restrictive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en matière de holding, tout le monde te dit qu'il faut, lorsque tu souhaites investir, il faut absolument faire une holding avec une SCI. Il faut absolument une société holding. Cependant, ce que personne ne dit, et tu peux faire le test très facilement après cette vidéo, c'est d'aller voir 2 banquiers, un où tu as un montage holding, l'autre où tu n'as pas de montage holding, et tu vas voir le taux d'acceptation du crédit. Une holding, elle va augmenter de 95%, il n'y a pas de référence, c'est moi qui l'ai mis, le risque de te faire refuser un prêt bancaire en raison de la non-maîtrise de l'outil par le conseiller bancaire et par l'interposition d'un intercalaire entre le bien et toi. Il y aura le bien, la SCI, la holding et toi. Si demain, je viens de te demander de me prêter de l'argent et que je mets 4 intercalaires entre, pas sûr que tu me le prêtes. Mais les gens vont me dire, mais attends, si tu veux développer quelque chose, il faut absolument optimiser les dividendes avec de la SCI. Ils vont me dire tout simplement, oui, mais si nous n'avons pas de SCI, on va être taxé à 30% sur les dividendes, ce qui va réduire le développement de notre parc immobilier. Une SCI, comme toute société, ne peut verser un dividende que si son résultat comptable est positif. Or, avec l'amortissement, les frais d'acquisition, les travaux, mon coco,
ta SCI ne va pas pouvoir verser de dividendes pendant les 5 à 6 premières années minimum. Donc, pour résumer cette stratégie brillantissime, tu vas créer une holding, payer des frais, payer une comptabilité qui t'apportera aucune optimisation et en plus, qui va réduire par 90% le nombre de chances d'obtenir un financement. Dis-moi ce que tu fais mercredi soir, j'ai envie de t'inviter à un dîner pour que tu nous parles stratégie d'investissement. Retiens que la holding, elle est nécessaire, mais stratégique. Il est nécessaire de nuancer le propos. Il est nécessaire de nuancer le propos dans le sens où que j'indique qu'en phase de constitution du parc immobilier, une holding va être un frein, car elle va réduire ton acceptation de financement. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet et j'ai des personnes qui ont partagé leur expérience. Oui, j'ai fait 10 banques, 9 ont refusé. J'ai des témoignages également dans le Telegram. Oui, le banquier nous refuse le financement de notre RP avec la holding, la SCI. Alors ça pourrait être une 13e erreur. La SCI est la résidence principale. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une holding. Et le banquier lui dit, mais la personne ne comprend pas pourquoi on lui dit ça. Cependant, retiens bien que la holding, elle est indispensable. Il y a un switch à faire, mais c'est nécessaire d'être stratégique à ce niveau-là. Le contenu que tu peux voir pour aller plus loin sur cette erreur, j'avais fait une vidéo intitulée « La holding, la pire ennemie de l'investisseur ». La holding, pourquoi c'est la pire idée pour investir massivement au début. Je te détaille tout dans cette vidéo. N'hésite pas à la regarder. Il y aura les commentaires, notamment les retours d'expérience, et tu comprendras beaucoup plus facilement. L'erreur numéro 5. La durée du prêt bancaire. La durée du prêt bancaire a une incidence sur la constitution de ton patrimoine immobilier. Dans la tête des gens, plus ta mensualité sera petite, plus la banque va te financer. Et j'ai aucun mal à partager ça parce que c'est ce que je pensais également. Donc je le reconnais dans un podcast qu'on a fait et que je te recommanderai juste ensuite. À l'heure où les taux d'intérêt ont augmenté, même si paradoxalement, comme je l'ai dit, on le verra dans la masterclass, les taux d'intérêt sont plus intéressants aujourd'hui que hier. L'investisseur, il a tendance à aller chercher la durée la plus longue pour avoir la mensualité la plus petite et avoir le maximum de cash flow. Le 25 ans, et cela a été largement conseillé à la fois dans un livre et les publications d'une influenceuse immobilière en France, que je dirais est la référence puisque ça a été la première sur ce marché. Elle est leader sur son marché en termes d'abonnés, pas d'expertise. On le voit clairement, et c'est le discours sur Internet. Je prends une story Instagram qui peut être affichée à 100 000 personnes, puisqu'elle a 100 000 abonnés. Emprunter sur durée longue pour réduire les mensualités, même si plus d'intérêt. Réponse de l'influenceuse, de la coach et de la formatrice. Toujours emprunter sur le plus longtemps possible, afin de réduire au maximum les mensualités pour profiter de suite de ton cash flow et pas dans 15 ans. Donc, on retombe sur le biais cash flow, cash flow, cash flow, cash flow. Mais on n'en a rien à foutre d'hypothéquer la valeur de son bien. Et retiens de surcroît, et pire encore, que plus longue sera la durée, plus le risque sera présent pour la banque. Tu préfères me prêter de l'argent pour 1 mois ou pour 10 ans ? Je ne pense pas que tu me répondes, je préfère te prêter pour 10 ans. La norme bancaire pour l'investissement, elle est en moyenne de 19 ans. En allant chercher du 25 ans, tu vas déjà augmenter le coût du crédit. Et donc, t'hypothèques en une partie de la plus-value en sortie. Tu augmentes également les chances de te faire refuser ton crédit immobilier. Parce que durée longue égale plus de risques. Donc le banquier aime moins les durées longues. Tu augmentes les chances de te voir refuser un différé. Tu réduis les chances d'obtenir un différé qui est beaucoup plus intéressant que la durée du prêt. Conseil pratico-pratique, si tu veux vérifier le conseil, essaye 2 banques, 2 fois le même projet. Un, tu lui demandes 25 ans et l'autre, tu lui demandes 20 ans. Et tu fais plusieurs. Et tu verras le résultat. Tente, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça ne mange pas de pain. Le contenu que tu dois voir en plus de cette erreur, c'est un podcast que nous avons fait sur la durée optimale pour emprunter et surtout obtenir son financement. Nous parlons de durée optimale pour maximiser les chances à la fois d'obtenir ton financement
et de financer une opération qui te permet d'adopter la meilleure stratégie pour investir massivement dans l'immobilier. N'hésite pas à regarder. De toute façon, tous les liens se trouveront dans la description et en haut à droite de la vidéo. L'erreur 6, avant-dernière erreur, on a bientôt fini, c'est négliger son profil emprunteur. En oubliant que le profil emprunteur est plus important que le profil de l'opération. Une énorme erreur, d'ailleurs, tu l'as peut-être expérimenté, et n'hésite pas à le dire dans les commentaires, c'est de favoriser et de mettre le focus sur le profit de l'opération, c'est-à-dire l'investissement immobilier que tu conduis. Le système bancaire français et plus normalement européen, voire occidental, se concentre plus sur le porteur du crédit, c'est-à-dire l'emprunteur, c'est-à-dire toi, que sur l'opération intrinsèquement. Cela veut dire que concrètement et simplement, la banque se concentre plus sur ton profil, sur le profil de l'emprunteur, que sur le profil de l'investissement de l'opération elle-même. Ce qui l'intéresse, c'est ta capacité à rembourser, pas la capacité du bien à s'autofinancer. Donc, si tu penses qu'arriver avec un projet avec un rendement de 20% va, en claquant du doigt, se faire financer, même si tu es au RSA, tu te fous un doigt dans l'œil, et bien profond, à mon avis, tu t'en mets deux même. Et retiens également que rendement élevé, et les gens n'y pensent pas, ils pensent que c'est une force et qu'il faut le mettre en avant au banquier. Un rendement élevé sur un bien immobilier réduit tes chances d'obtenir un financement. Pour une banque, un rendement élevé égale un risque élevé. Tu vas voir une banque, tu n'es pas professionnel de l'immobilier, tu lui demandes son produit bancaire le plus risqué, elle va te sortir un truc à 5-6% maximum, mais ça sera dans sa gamme de produits, ça sera le produit le plus risqué qu'elle a. Et toi, tu vas arriver avec un rendement 2 fois supérieur. 2 fois supérieur. Je pense que la banque, tu envoies quel signal? Tu envoies qu'il y a une énorme prise de risque. Et quand le banquier va te demander mais vous avez une expérience? Non, c'est le premier. J'ai fait quelques opérations, mais pas énormément. Mais là, ça va faire mal. Retiens que par contre, en financement professionnel, on prend à la fois ton track record et à la fois le profil de l'investissement. Mais pour se constituer à patrimoine, tu ne seras pas encore en financement professionnel. Et il est nécessaire de rappeler l'équation du profil bancaire. Cette équation bancaire, c'est le profit d'une banque, c'est les commissions qu'elle prend sur ta carte bleue, sur le téléphone qu'elle te vend, plus la marge sur intérêt, c'est-à-dire elle emprunte à 2%, elle est prête à 4%, elle gagne 2 points, moins les charges de la banque. Les charges fixes, c'est-à-dire les locaux, les employés, plus les provisions de risque, c'est-à-dire les pertes de crédit, les crédits qui ne seront pas remboursés. Une banque ne préfère pas financer que financer un projet trop risqué. Car la perte, la provision de risque, n'est pas compensée par le gain. Une perte, une provision pour risque sur un crédit va effacer le profit sur 25 crédits peut-être, 30 crédits, 40 crédits. Donc il faut en avoir conscience. Il faut réduire le risque de l'opération aux yeux du banquier. Et toi, si tu veux te constituer un patrimoine en millions d'euros, tu vas devoir maximiser ton profil emprunteur et minimiser les risques. C'est ta mission pour lever un maximum de fonds. Si tu as envie de créer un patrimoine immobilier massif, concentre-toi sur ton profil emprunteur, maximise-le au maximum. Cela te rapportera beaucoup plus que chercher le bien à 15% de rendement à Bouzland avec de la moins-value latente que tu n'arriveras pas à financer. Si un rendement excessif et trop inquiétant, pense-y dans la présentation de ton projet à la banque. Pour les membres du patrimoine exponentiel, vous avez un live dédié à cela dans la partie live du programme sur comment maximiser son profil emprunteur avec un peu de storytelling. Je vais rajouter une erreur qui concerne ici que les entrepreneurs. En matière de profil emprunteur, l'erreur la plus souvent commise par les entrepreneurs, et nous retrouvons le biais fiscal, erreur numéro 3 que nous avons évoquée précédemment, est de ne pas se verser de salaire et favoriser uniquement le dividende. En matière de profil emprunteur, les entrepreneurs doivent penser à cela dans la constitution de leur profil emprunteur. Parce que si
Il y a une catégorie de personnes que les banques aiment moins que les entrepreneurs, c'est les mecs au RSA et les SDF. Qui dit entrepreneur dit risque pour eux. Alors que pas du tout en réalité. Mais il y a beaucoup plus de risques sur un entrepreneur que sur un salarié. Un entrepreneur peut se faire passer pour un salarié, pourquoi ne pas le faire? Le contenu que tu dois voir par rapport à cette erreur, et je rentre beaucoup plus en détail dedans, c'est le secret pour investir massivement. Je te parle du secret. En réalité, il y a 3 concepts dans la vidéo. C'est du marketing pour attirer ton attention que tu dois absolument avoir en tête pour investir et encore investir massivement. Je ne te parle pas de 2 studios à Boozland et une petite love room. Cela complète et détaille l'erreur que nous venons de voir à l'instant. 7e et dernière erreur, le sous-dimensionnement. La notion de sous-dimensionnement, ça veut dire quoi? C'est tout simplement partir sur des petites opérations qui ne sont pas en adéquation avec ce que tu pourrais faire. Sous-dimensionner ces investissements est une double garantie, comporte une double garantie. La garantie de perdre du temps, parce que si tu achètes que des studios à 40 000 euros, combien il va te falloir faire d'acquisition pour arriver ne serait-ce qu'au million d'euros? Donc, c'est perdre du temps. C'est également la garantie de se fatiguer, parce que il va falloir s'en occuper, il va falloir les acheter, il va falloir passer chez le notaire, il va falloir passer chez le banquier. Tu vas faire la même opération que le bien vaille 10 millions d'euros ou 30 000 euros, c'est la même procédure. Ça va être un peu plus facile sur le financement, je te l'accorde. Mais en durée de temps, c'est la même chose. Comprendre qu'acheter un immeuble à 500 000 balles prendra autant de temps qu'acheter un studio à 100 000 balles. Alors pourquoi aller acheter un studio à 100 000 balles? De plus, un immeuble à 500 000 balles, tu amortiras déjà 5 fois plus de capital. Si tu fais 10 fois plus de 10% de plus-value, c'est 50 000 euros et pas 10 000 euros. Je préfère faire 5% sur 500 000 que 5% sur 100 000. C'est utile à savoir. Au-delà de ça, l'investissement sera beaucoup plus sécurisé sur un immeuble que sur un studio. Parce que si tu as besoin de la liquidité, limite tu passes en multipropriété, tu cèdes une partie des appartements dedans. C'est beaucoup plus sécurisé. Retiens ça. Bien évidemment, la question qu'on va me dire, c'est Ouais, mais tout le monde ne peut pas lever 500 000 balles. La question, c'est déjà connaître ta capacité maximum. Et également, comment augmenter cette capacité. Les membres de Patrimoine Exponentiel, vous avez le live 1 qui traite de ce sujet. Il existe d'autres méthodes qu'on verra soit dans un live, soit dans un coaching de groupe. Et je te rassure de suite, il faut que tu en aies strictement conscience. Si tu n'arrives pas à lever 500 000 balles, je peux te garantir que tu arriveras encore moins à faire 5 fois 100 000. Donc, va au maximum de ça. J'ai parlé de Patrimoine Exponentiel. Patrimoine Exponentiel, c'est un programme, mais surtout une communauté d'investisseurs qui te permettra de comprendre que multiplier tes investissements te rapportera toujours plus que diviser tes studios. Si tu as envie d'avoir tous les outils stratégiques pour investir massivement, maîtriser tous les outils nécessaires à la constitution d'un patrimoine, comprendre les stratégies bancaires et rejoindre une communauté qui échange, qui se partage les contacts et qui avance ensemble et qui veut investir massivement, tu auras le lien de Patrimoine Exponentiel dans la description. Je te partage un avis d'une personne qui a rejoint fin novembre. Petit feedback alors que je ne suis qu'à 40% du Patrimoine Exponentiel. C'est un putain de super formation remplie de rappels essentiels et de super tips. On n'est que sur la stratégie pour te permettre d'augmenter tes financements. C'est de la stratégie bancaire. Je ne vais pas t'apprendre à diviser un studio ou faire des plans. Je ne sais pas le faire et je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, en matière de stratégie bancaire, je peux te garantir que tu vas prendre des années d'avance. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui est relativement longue. Voici, selon moi, les 7 erreurs fatales de l'investisseur immobilier. Bien évidemment, il y en a d'autres. Ce n'est pas exhaustif, j'aurais dû le mettre peut-être au début, mais si tu commets l'une de ces erreurs, une seule, tu auras beaucoup plus de chances de passer à côté la constitution d'un patrimoine en plusieurs millions d'euros. Si tu veux te constituer ce patrimoine, il faut que tu fasses aucune des 7 erreurs que nous venons de voir. Tu trouveras encore plus de contenu et de stratégies dans la playlist Investissement immobilier de notre chaîne. N'hésite pas à la consulter. Je suis en train de réorganiser toutes les playlists sur la chaîne
Pense également à t'abonner au podcast 10 millions. On apporte énormément de valeur. On va recevoir des personnes qui vont partager leur expérience et tu vas voir que c'est largement possible. N'hésite pas à me dire si tu as fait l'expérience de ces erreurs, si tu t'en es rendu compte ou si cette vidéo te permet de t'en rendre compte et te permet de comprendre pourquoi c'est une erreur. Il ne faut pas dire que les erreurs, mais il faut expliquer pourquoi c'est des erreurs. N'hésite pas à le mettre en commentaire et si oui, tu as commis une erreur, dis-nous dans les commentaires laquelle. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. N'oublie pas de nous rejoindre sur Telegram et sur Discord. Ça te permettra d'échanger, de poser tes questions, partager ton avis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!